Monsieur Parizeau, bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup de vous prêter à l'ouverture des activités du Conseil de la souveraineté. On va vouloir, tout au cours de cette fin de semaine, se poser quelques questions fondamentales sur l'actualité de ce projet, les difficultés à surmonter, et puis votre expérience nous sera précieuse pour qu'on fasse un travail sérieux. S'il faut poser la question suivante, dans l'histoire récente, là, dans les dernières années, quelles sont les questions qui, d'après vous, ont véritablement mûri et sur lesquelles on peut ne pas trop insister pour passer à autre chose dans le projet de la souveraineté? Ben, moi, dans un certain sens, c'est une question de déformation professionnelle, mais ce qui m'a le plus marqué, et je pense a marqué toute la société québécoise, c'est le règlement de deux grandes questions économiques au début des années 90. Et de la fondation du Parti québécois jusqu'à ce moment-là, les peurs économiques s'appuient habituellement sur deux choses. Si le Québec devient indépendant, le reste du Canada ne voudra pas lui acheter ses produits, ses textiles, ses vêtements, etc. Puis le marché canadien, c'est important pour nous, c'est notre plus grand marché à cette époque-là. Deuxième grande objection, deuxième grande peur, ce qu'on a appelé communément la piastre à l'évêque. Combien ça vaut, ça? Dans quelle monnaie allez-vous rembourser vos hypothèques? Ces deux questions-là vont se régler au début des années 90 ou à la fin des années 80 dans deux grands débats. Le premier est celui du libre-échange. Puis ensuite, qui va devenir en 89, et puis qui va devenir l'ALENA en 93. Là, je ne vais pas rentrer dans le débat sur le chapitre 11 de l'ALENA, là, ça c'est autre chose. Mais c'est fondamental ce qui s'est passé là. Tout à coup, le libre-échange s'installe dans toute l'Amérique du Nord. Là, un Canada anglais de mauvaise humeur parce que le Québec devient indépendant, ben, ça peut plus avoir beaucoup de conséquences sur le plan des échanges. D'abord, très rapidement, le marché américain devient de loin notre plus grand marché. Puis d'autre part, dans une zone de libre-échange, c'est pas parce qu'une des parties est de mauvaise humeur qu'il peut changer toutes les règles. En un certain sens, on demandait aux Américains d'être les gardiens des règles de la zone de libre-échange, c'est-à-dire de nous protéger contre la mauvaise humeur du Canada anglais. C'est fondamental, c'est très important. Ce qui, à partir de là, détermine notre capacité à prospérer, c'est quoi? L'efficacité de nos entreprises. Elles sont compétitives ou elles ne sont pas compétitives. Mais si elles le sont, leur marché, c'est l'Amérique du Nord. Et on a commencé à comprendre à partir de ce moment-là que notre avenir économique est en Amérique du Nord. C'est extraordinaire, l'augmentation des exportations du Québec vers les États-Unis. C'est 7-8 fois plus élevé que l'augmentation de nos exportations vers le reste du Canada. Ça, c'est quand même étonnant comme phénomène. La monnaie. La monnaie, c'était un débat d'idées. Et après ce débat, qui a duré une bonne couple d'années, 90, 91, 92, on en parlait à Bélanger-Campeau, puis c'est revenu ensuite avec la loi 150 sous Bourassa. Et puis à un moment donné, ça s'est réglé, ce débat-là. De la façon suivante. Si les Québécois veulent garder le dollar canadien comme leur monnaie, personne ne peut les en empêcher. Ça a l'air de rien, mais c'est énorme. Parce que là, il n'y avait plus de spéculation sur une monnaie québécoise qui allait tomber en catastrophe dans les marchés. Si le Québec veut garder le dollar canadien quand il devient indépendant, c'est à lui de décider. À partir du moment où ces deux questions-là sont réglées, ça change le portrait pas mal. Là, ça dépend du Québec, de son énergie, de son travail, de sa productivité, de savoir s'il va devenir prospère ou pas. C'est pas rien.
C'est la première fois. Ça a pris du temps pour comprendre que là, on venait d'établir un cadre tout à fait nouveau pour le cheminement vers la souveraineté du Québec. En fait, objectivement, ça veut dire que l'axe Est-Ouest est beaucoup moins important que l'axe Nord-Sud au niveau de la réalité. De tous les jours, ah oui, je comprends, bien. Mais, et comment? Et disons, cette transformation-là, objective du terrain, ça s'est fait, je dirais, depuis à quel... Entre 90 et 2001. Depuis ce temps-là, il y a eu un ralentissement économique aux États-Unis. Donc, nos exportations ont cessé d'augmenter aussi rapidement. Mais en 10 ans, 11 ans, là, les États-Unis sont devenus de loin notre plus grand marché. Et il y a eu des accidents, le bois d'œuvre, des choses comme ça. Oui, bon sûr, il y a la vache folle. mais dans l'ensemble, le libre-échange s'est étendu. Et si bien qu'à l'heure actuelle, il y en a qui disent, oui, mais si le Québec devient indépendant, il faudrait renégocier l'ALENA. Ah oui, bien sûr, parce que l'ALENA, c'est à 3. Alors, si c'est l'ALENA à 4, c'est évident qu'il faut négocier un 4e chaise ou strapontin, comme vous voudrez. Oui, ça va de soi. Mais dans un cadre où tellement de gens veulent d'une zone de libre-échange des Amériques, vous voyez ça, vous, les Américains, qui accepteraient pas que la négociation avec le Québec, alors que le commerce du Québec, je ne sais pas si c'est ça à l'heure actuelle, mais la dernière fois que j'ai vérifié, c'était ça, le commerce du Québec avec les États-Unis est égal au commerce total des États-Unis avec le Brésil, l'Argentine, puis le Chili ensemble. C'est pas marginal, le phénomène québécois dans la zone de libre-échange. C'est pas marginal du tout. Et habituellement, les Américains négocient en fonction de leurs intérêts. Oui. Pour ceux qui laissent entendre qu'ils ne voudraient pas du Québec dans l'ALENA, quels intérêts poursuivraient-ils? C'est théoriquement, c'est vrai. En pratique, ça n'a pas de bon sens. Il se trouve beaucoup de commentateurs et même des gens de bonne foi pour dire oui, mais aujourd'hui, on est dans le contexte de la mondialisation. Les souverainetés, ça devient de plus en plus secondaire, sinon obsolète. C'est quoi ce projet de vouloir poursuivre avec un rêve qui daterait même du 19e siècle? Ce nouveau contexte pose quel nouveau défi? La mondialisation, c'est évident qu'en un certain sens, ça prend l'allure d'une vague, pour ne pas dire un raz-de-marée. À un certain moment, ça donne l'impression que ça écrase tout. C'est basé sur un principe fondamental. C'est celui de la non-discrimination. Vous traitez les étrangers, les produits étrangers, comme vous traitez les vôtres. Vous traitez les investissements étrangers comme vous traitez vos propres investisseurs. Pas de discrimination. Évidemment, il y a beaucoup d'exceptions, puis évidemment, le chemin est assez rocailleux pour se rendre à un principe comme ça. Mais c'est ça l'orientation fondamentale. Et si vous n'acceptez pas, vous êtes un pays qui n'accepte pas ces règles-là, avec la bénédiction des organismes en question, surtout de l'OMC. L'OMC c'est celui qui a le plus dedans, l'Organisation mondiale du commerce. Avec la bénédiction de l'OMC, vous faites l'objet de représailles financières, commerciales. Ça a des dents, ça, c'est maintenant. Un organisme comme l'OMC, évidemment, ça marche par consensus. Ça, c'est la grande chance des petits. Non pas parce que tout seuls, ils peuvent empêcher un consensus, mais en se mettant à plusieurs, oui, ils peuvent l'empêcher, le consensus. Encore, pour faire partie du consensus, encore faut-il que vous soyez là. Ça, c'est ouvert aux pays indépendants seulement. Tout le monde veut rentrer dans l'OMC. Hein? Tous les pays cherchent à rentrer. Pour la raison suivante, c'est comme ça concerne de plus en plus
non seulement les produits,